L'épisode de la fuite à Varennes, on l'a tous découvert dans les manuels d'histoire. Academia a souhaité vous le faire découvrir différemment à travers cette série originale Europe 1. Car pour Academia, permettre aux élèves de comprendre autrement, c'est essentiel. 22 juin 1791. Voilà 2 ans que la Révolution bat son plein. Par une chaleur insoutenable, une berline avance péniblement sur une route cahoteuse. Il est cerné par une foule en colère. À l'intérieur, 8 personnages à un moment clé de leur vie. Jamais ils n'auraient dû se rencontrer. D'abord, Louis XVI, Marie-Antoinette, leurs 2 enfants, la sœur du roi et la gouvernante des enfants. Ils ont voulu fuir la Révolution, mais ont été arrêtés à Varennes. Maintenant captifs, ils doivent subir l'humiliation du retour vers Paris. 2 députés révolutionnaires les ont donc rejoints pour les escorter. Le radical Pétion et Barnave, plus modéré. Dans la voiture, l'atmosphère est étouffante. Personne ne peut avoir confiance en personne. Pourtant, les destins de ces 8 acteurs de l'histoire qui sont là dans cette berline sont désormais liés. La mort les guette tous. Qui parmi les 8 survivra à la Révolution ? Épisode 1, Louis XVI. La berline vert et jaune avance sur cette route poussiéreuse. Les chevaux sont fatigués, la voiture roule au pas, entourée par une foule de paysans, des femmes, des enfants, des hommes qui brandissent fourches et barres de fer et qui crient « À Paris ! À Paris !» Des insultes fusent. Plusieurs paysans s'accrochent à la portière du carrosse pour essayer de voir le roi, de voir la famille royale. Le soleil illumine le visage de Louis XVI à travers les ouvertures. Il a les traits tirés, ce roi, le visage blême, les yeux cernés, bouffis par les épreuves. Mais il masque son trouble en affichant l'air le plus indifférent, le plus impassible qu'il peut trouver. Il tente d'ignorer les cris, les crachats de la foule. Il essaie de fuir les regards haineux. Le roi peut à peine bouger, assis à l'extrémité de la banquette de velours blanc. Il est écrasé contre la portière. Dans la chaleur étouffante, tous les voyageurs sont serrés les uns contre les autres. Le député Barnave, maladroitement, s'est installé entre le roi et la reine qui a pris son fils sur ses genoux. Face à eux, l'autre révolutionnaire, Pétion, assis entre la sœur du roi, Madame Élisabeth, et la gouvernante des enfants de France, Madame de Tourzel, qui tient la petite Marie-Thérèse entre ses jambes. Les relations sont vraiment très tendues dans la voiture. Le roi est crispé. Il peine à supporter ce Pétion, ce républicain qui semble constamment les défier, lui et sa famille, avec son air fier, sûr de lui. Au moins, l'autre député, Barnave, a l'air quand même plus poli. Dans la tête de Louis, les images se bousculent, les images l'assaillent, le torturent. Il revoit le peuple en colère accroché aux grilles du château de Versailles, cette masse sombre, armée de tout ce qu'elle a pu trouver, armée de couteaux, les têtes sanguinolentes de ses gardes brandies en l'air au bout de piques. Il entend les hurlements comme s'il y était encore et il frémit d'horreur. Il revoit les yeux mouillés de son jeune fils, tout effrayé. Pourquoi ? Mais pourquoi donc n'a-t-il pas fui plus tôt ? Marie-Antoinette sans doute avait raison. Ils auraient dû partir lorsqu'il en était encore temps. Seulement le roi pensait que la monarchie éternelle allait reprendre ses droits. Elle devait reprendre ses droits. Ce long fleuve devait rentrer dans son lit. Comment la situation a-t-elle pu lui échapper comme ça, si vite ? Versailles, mai 1789, 2 ans avant la fuite. La situation financière du royaume est catastrophique. Louis XVI a décidé de convoquer les États généraux à Versailles. Sur les gradins, les députés des 3 ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état se bousculent, débattent, excités et impatients. Dans la foule, il y a les députés Barnave et Pétion qui ne se sont pas encore fait un nom.
Louis entre, revêtu d'un grand et lourd manteau, le manteau de son sacre, à fleurs de lys. Il monte sur l'estrade, il est déterminé, décidé à s'imposer. Il a répété son discours plusieurs fois, il l'a dit, redit, pour être sûr du ton qu'il va adopter. Messieurs, ce jour que mon cœur attendait est enfin arrivé. Et je me vois entouré des Silence dans la salle. de la nation. Aux côtés du roi, la reine s'évente fébrilement. Une inquiétude générale, un désir exagéré d'innovation se sont emparés des esprits. La dette de l'État, déjà immense à mon avènement au trône, s'est encore accrue sous mon règne. L'augmentation des impôts en a été la suite nécessaire. La vérité, c'est que Louis doute. Il lit l'exaspération sur les visages, mais il ne faut rien laisser paraître. J'ai déjà ordonné dans les dépenses des retranchements considérables. Ce discours ne prend pas. À cet égard, décidez que je Le roi recevrai tente avec de rester empressement. ferme. Je crains, messieurs, de ne pouvoir soulager mes sujets aussi promptement que je le désirerais. Le discours est fade, aussi fade que celui qui le prononce. Les murmures ont déjà repris. De nombreux députés s'agacent et le mécontentement devient tangible, palpable. Il a depuis longtemps gagné l'assistance. Est-ce à ce moment-là que la situation a définitivement échappé à Louis XVI ? Les députés attendent beaucoup du roi. Est-ce qu'il en a bien conscience ? Après tout, il est le plus grand, le plus puissant souverain d'Europe. Il n'est pas question pour lui de se laisser intimider par des sujets indisciplinés. Dans les semaines qui suivent, les députés lancent des idées que le roi n'aurait jamais imaginées. Abolir le vote par ordre, créer un contre-pouvoir face aux siens, établir une constitution. Tout cela dépasse Louis XVI. Et puis, disons-le, il a autre chose en tête. Une préoccupation bien plus profonde, bien plus intime, le ronge chaque jour. Son fils aîné, son fils de 7 ans, le jeune Louis-Joseph, est au plus mal. Des fièvres le terrassent depuis longtemps. Au départ, Louis et Marie-Antoinette avaient espéré que le mal serait passager, que l'enfant guérirait. Seulement, le verdict est tombé. C'est la tuberculose, celle-là même qui avait emporté les parents de Louis lorsque lui-même était enfant. Il n'y a plus d'espoir. Les parents le savent. Alors bien sûr, quand les députés parlent de créer une assemblée nationale, Louis est scandalisé. Mais, disons-le, il voit tout cela avec une certaine distance. Ça ne lui semble pas tellement urgent à côté de ce qui est en train d'arriver à sa famille, à son fils. Au début du mois de juin, le roi vacille, arrive ce qu'il redoutait par-dessus tout. Le 4 juin, il en est fini des souffrances de Louis-Joseph. La maladie l'a emporté. La mère est effondrée, révulsée. Comment serait-il autrement ? Quant à Louis, il ne sait que faire pour la réconforter. Il va se murer dans son silence. Il est incapable de parler, incapable d'exprimer sa douleur. Un roi doit savoir maintenir les apparences. Eh bien, c'est ce qu'il fait, tant bien que mal, y compris le 8 juin, lorsque le petit cercueil, tapis de velours blanc, est porté à travers la nef de la chapelle de Meudon. Pendant ce temps, autour du roi, les ennemis politiques se multiplient, y compris au sein de la cour. Louis ne peut pas l'ignorer. Chaque visage courtois, servile, peut désormais dissimuler la plus grande traîtrise. On ne sait plus à qui se fier. Et puis, il y a ce bellâtre suédois si proche de sa femme, ce Fersen, toujours prêt à tout pour les servir. Le roi est dépassé et la révolution s'intensifie. Le 10 juin, des députés passent à l'offensive. Ils créent une assemblée nationale sans le roi. Et ils se jurent de ne pas se quitter avant d'avoir rédigé une constitution. Louis XVI est furieux, mais incapable de ramener le calme. Il doit céder, reconnaître la nouvelle assemblée. Un immense sentiment de faiblesse l'envahit. D'autant que pendant ce temps à Paris, l'esprit de révolte s'est propagé.
Versailles, la chambre du roi. 15 juillet, 2 heures du matin, 23 mois avant la fuite. Sire, sire, Qu'y a-t-il? réveillez-vous. La Bastille a été prise. En pleine nuit, la voix du grand maître de la garde-robe résonne dans l'obscurité de la chambre du roi. Louis s'est réveillé en sursaut. Il est choqué par les nouvelles qu'on lui apporte. La veille, la foule parisienne s'est attaquée à la Bastille. Les émeutiers déchaînés ont égorgé le gouverneur de la prison d'un coup de canif. Ils ont brandi sa tête au bout d'une pique dans les rues de Paris. Louis est abasourdi. Et dire que la veille, à la même heure, il chassait tranquillement. Le soir, d'ailleurs, il avait noté dans son journal le résultat de la chasse. Un simple mot qu'on allait tant lui reprocher dans les siècles à venir. Rien. Le lendemain soir, Louis tient conseil. Il est désemparé et il a besoin de l'avis de ses conseillers. L'inquiétude marque tous les visages. Faut-il quitter Versailles, se réfugier à Metz, par exemple? C'est l'avis de la reine. Marie-Antoinette veut fuir. Elle a peur, elle insiste. Cette fois, les Parisiens sont allés trop loin et on ne pourra plus rétablir l'ordre en restant à Versailles. Il faut partir. Réunir une grande armée. Mater une bonne fois pour toutes cette insurrection. Louis hésite, il est indécis, il semble attendre que l'on fasse un choix à sa place. Enfin, messieurs, il faut se décider. Dois-je partir ou rester? Je suis prêt à l'un comme à l'autre. On convient finalement de ne rien faire dans la précipitation. Le roi se rassure, après tout la situation devrait se résorber sous peu. Allons, restons calmes, les révolutionnaires finiront bien par se lasser. Son peuple l'aime, peut-être ne s'est-il pas montré assez présent, peut-être que, depuis les événements du printemps, il a gardé trop de distance. C'est normal que le peuple soit alarmé, il est sans repère. Louis doit répondre aux inquiétudes légitimes de ses peuples, comme il dit, de ses sujets, qui ont besoin de le voir. Peut-être même devrait-il se rendre plus souvent à Paris. Oui, c'est ça, c'est la bonne solution. Dès le lendemain, il ira. En entendant cela, Marie-Antoinette se décompose. Elle le supplie de ne pas aller dans la capitale. Ils sont enragés là-bas, ils vont le tuer. Mais Louis ne veut rien entendre. Le lendemain matin, la voiture du roi s'arrête devant l'hôtel de ville de Paris. La foule est au rendez-vous. Louis s'est juré, quoi qu'il advienne, de rester calme. La portière du carrosse s'ouvre. Il s'efforce de sourire, et même lorsque le maire de Paris lui tend un insigne bleu, blanc, rouge, une cocarde, il garde le sourire, mais sa gorge se noue. C'est une provocation, le roi ne peut pas l'oublier. Lui, le descendant direct de Saint-Louis, de Philippe le Bel, de Louis XI, de François Ier, de Louis XIV, lui ne peut quand même pas s'abaisser à porter une cocarde. Son cœur bat la chamade. Il lit dans le regard décidé du maire qu'il n'aura pas le choix. Alors il respire et d'un geste posé, sans rien laisser paraître, il prend la cocarde et l'attache à son chapeau. C'est ainsi paré qu'il grimpe les escaliers de l'hôtel de ville, entouré d'une foule de plus en plus oppressante. Louis n'a pas peur, il rassure même ses gardes. Laissez-les faire, ils ne me veulent pas de mal, ils m'aiment bien. Vient le moment de se montrer à la fenêtre. Encore quelques minutes à tenir. Le voilà, Louis XVI, devant son peuple, du haut de son mètre 94 embarrassé et embarrassant. Dans sa belle redingote, avec sa perruque poudrée, son regard doux et clair, toujours le même sourire sur son visage grassouillet. À force de vouloir paraître aimable, on peut dire du roi qu'il a l'air benêt. Mais il porte cette cocarde qui lui vaut un tonnerre d'applaudissements. « Mon peuple peut toujours compter sur mon amour, se rassure-t-il. Il y a là dans la foule un inconnu pour le moment, un jeune officier d'artillerie qui vient de Corse, qui s'appelle Napoléon Bonaparte et qui va dire, à part lui et pour ses camarades, « Que coglione !» Au château, la vie quotidienne reprend peu à peu son cours, paisible, agréable. Les semaines passent, et pendant ce temps, la révolution continue. L'Assemblée nationale va très loin, jusqu'à l'abolition des vieux privilèges et une déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Versailles, octobre, 20 mois avant la fuite. Un matin, aux alentours de 10 heures, le roi part pour son occupation préférée, celle qui le maintient en bonne santé, la chasse. Le ciel est couvert, l'atmosphère est lourde, mais le roi ne s'en soucie pas. Au milieu de la forêt, sur les chemins terreux recouverts déjà de feuilles mortes, dans la douce lumière de l'automne, il retrouve un goût de liberté. Brusquement, l'un de ses valets se jette littéralement devant son cheval. Il est essoufflé. Sire, une foule de femmes en colère se dirige droit sur Versailles. Elles veulent du pain, elles sont armées de fusils, de bâtons et de couteaux. À toute vitesse, le roi galope vers Versailles et va retrouver ses ministres. Que faire cette fois ? Réprimer avec violence le soulèvement, on risquerait de provoquer une guerre civile. Louis veut à tout prix éviter l'affrontement. Et il sait surtout que la garde nationale, sous le commandement de Lafayette, est déjà en route pour Versailles. Et puis, se dit-il, ces femmes, ces gens ne sont pas violents. Ils veulent seulement du pain. Il suffira de les écouter, de parler avec eux et de leur donner de quoi manger. Il est 4h30 de l'après-midi et cette fois il pleut à torrents. Devant les grilles du château se masse la foule des émeutiers, surtout des femmes, des ouvrières, des blanchiseuses, des prostituées, des commerçantes qui font à Paris la pluie et le beau temps. Elles s'accrochent aux grilles du château, leurs robes couvertes de boue, les cheveux trempés par cette pluie, les cheveux collés sur des joues qui sont maintenant sales. La colère, la haine habitent les regards. Et au milieu de ces femmes, il y a, habillées en femmes pour essayer d'éviter les représailles, beaucoup d'hommes. La nuit tombe, les émeutiers de Paris sont là toujours. On a l'impression qu'ils ne voudront jamais se disperser. Épuisés, le roi et la reine vont se coucher. Le roi en a donné l'ordre. La reine serait bien restée à veiller. À 6 heures du matin, des bruits de tirs retentissent dans la cour du château. Des hurlements. Le roi s'élance hors de son lit. Les émeutiers ont envahi la cour. Certains ont réussi à pénétrer à l'intérieur du palais. Ils ont tué plusieurs gardes. Une femme de chambre a juste eu le temps d'ouvrir la porte, de l'entrouvrir, cette porte qui donne sur la salle des gardes. Des émeutiers déchaînés sont là, juste devant elle, et un garde du corps, ensanglanté, tente de les empêcher de passer. Très vite, la femme de chambre, qui frémit d'horreur, referme la porte en poussant le verrou. Le roi, pendant ce temps, n'a qu'un réflexe, rejoindre la chambre de la reine. Il s'engouffre dans un passage entresolé, à travers un couloir sombre, étroit. Enfin, il atteint la chambre. Personne. À toute vitesse, Louis regagne ses appartements et là, soulagement, la reine en vérité avait fait le chemin inverse en courant par un autre passage entresolé. Quelques minutes plus tard, Madame de Tourzel, gouvernante des enfants de France, accourt. Elle a les 2 enfants avec elle. Elle est elle aussi maintenant dans la chambre du roi et elle tient par la main le petit dauphin et par l'autre la jeune Marie-Thérèse. Puis voilà la sœur du roi, Madame Élisabeth, et le frère du roi, le comte de Provence, et sa belle-sœur. Il n'y a plus qu'à attendre que tout cela cesse. Les ministres discutent interminablement. Les heures passent et passent. Dans la chambre du roi, la grande chambre de parade, les ministres n'en finissent pas de discuter. La famille royale rejoint Louis, qui est là, debout, l'air un peu hagard. Il jette un œil au tableau de la collection royale, les emblèmes, à la gloire des Bourbons, cette chambre où était mort son bisaïeul Louis XIV. Qu'aurait dit, qu'aurait fait le grand roi ? À l'extérieur, la foule hurle de plus belle. Jamais encore on n'avait vu de telles scènes à Versailles. En un siècle, jamais le peuple ne s'était permis une seule fois d'approcher si près des bâtiments. Marie-Antoinette gémit. « Mais que leur ai-je fait ?» On fait ouvrir la grande fenêtre qui donne sur le balcon de la cour de marbre. Louis se lance. Le voilà maintenant sur le balcon. Les hurlements s'apaisent un temps. Un certain respect gagne la foule, et puis très vite, les revendications reprennent. Le peuple veut surtout voir la reine, et ce n'est pas négociable. Et l'Autrichienne, où est-elle? Elle s'est déjà enfuie.
Elle finit par apparaître, un peu raide, un peu gauche, la tête particulièrement droite. Le général de Lafayette, qui est là sur le balcon, et plusieurs gardes du corps essaient de l'entourer. Dans la foule, des armes se sont pointées sur la reine. Et le roi, qui regarde tout cela depuis l'intérieur de la chambre, Louis, est terrifié. Si jamais un coup partait, s'il atteignait sa femme, il ne s'en remettrait pas, il le sait. Elle est tout pour lui. Marie-Antoinette se contentera de 2 gestes de la main en direction de ses sujets. Le peuple s'apaise quelques instants, on entend même un « Vive la reine » avant de nouveaux grondements « À Paris, à Paris !» Et Louis se dit qu'il ne va pas longtemps pouvoir résister. Il déglutit et lance « Mes amis, j'irai à Paris avec ma femme et mes enfants. C'est à l'amour de mes bons et fidèles sujets que je confie ce que j'ai de plus précieux. » Cri de joie parmi la foule. En quittant le château un peu plus tard, le roi se tourne vers l'un de ses officiers. « Tâchez de préserver mon pauvre Versailles. » Quelques minutes plus tard, la famille royale est à l'intérieur d'un grand carrosse de la cour. Il y a là tous les membres de la famille. Autour de la voiture, les insurgés brandissent les têtes des gardes égorgés au bout de pique. On repart de Versailles avec des charrettes entières de blé, de farine. Ça y est, le beau temps est revenu. Le cortège avance lentement vers Paris. Madame Élisabeth, la toute jeune sœur du roi, est assise à côté de la portière et par la fenêtre, elle voit s'éloigner son domaine de Montreuil. Ce domaine chargé de souvenirs heureux, l'émotion gagne la princesse. Elle fait un petit geste de la main que Louis XVI a noté. « Eh bien, madame, vous saluez Montreuil ?» ?»« Non, sire. Je lui dis adieu. » Louis regarde sa sœur avec attendrissement. Il ne devine même pas combien elle a raison. Après 7 heures de route, le cortège arrive au palais des Tuileries. Il fait nuit. Le vieux palais abandonné paraît lugubre. C'est là que la famille royale va désormais résider. Pour cette première nuit, elle va camper dans des pièces sans confort, en tout cas par rapport au luxe vertigineux de Versailles. Difficile dans ces conditions de trouver le sommeil. Le roi tente de se persuader qu'il va finir par s'habituer à cette nouvelle vie. Il s'installe dans 3 pièces au rez-de-chaussée. Dans les jours qui suivent, les services compétents font venir aux Tuileries toutes sortes de meubles de Versailles, des décors, des vêtements, tout le personnel. Les domestiques, les huissiers, les valets de chambre. Rien que la vaisselle encombre pas moins de 100 charrettes. On essaie tant bien que mal de sauver les apparences. Une cour se reconstitue peu à peu aux Tuileries. Les rares marquises et duchesses qui n'ont pas choisi le chemin de l'émigration se remettent à converser dans les salons. Certains sont d'ailleurs ravis d'être rentrés dans la capitale. Les contrôleurs de la bouche du roi reprennent du service, goûtent comme autrefois les vins, changent les couverts, servent et desservent la table royale. Louis y est d'ailleurs très assidu, il s'empiffre volontiers. Mais le cœur n'y est pas. Le roi sait bien qu'au dehors, la révolution est en train de dégénérer. Elle est aux portes du palais. D'ailleurs, la foule exige désormais que tous les dimanches, les souverains ouvrent la terrasse des Tuileries pour être observés comme des prisonniers derrière des barreaux. Devant le peuple, entouré des siens, Louis doit afficher son air impassible. C'est sa carapace à lui. Pourtant, en son fort intérieur, Louis étouffe. Son cher Versailles lui manque. La chasse surtout, terriblement. Les mois passent, longs, sinistres, pesants. Pour s'occuper, le roi médite, il lit, il fait réciter leurs leçons à ses enfants. Un jour, le petit Louis-Charles, qui a 4 ans, demande à son père pourquoi son peuple est fâché contre lui. Louis le prend alors sur ses genoux. « Des méchants ont fait soulever le peuple, lui explique-t-il, mais il ne faut jamais en vouloir au peuple. » Jour après jour, les traits du roi deviennent mornes. Louis se mure dans son silence. Il s'enferme de plus en plus souvent dans son cabinet. On ne le voit plus qu'au moment des repas, des soupers où règne maintenant aussi le silence. De quoi peut-on parler sinon commenter de mauvaises nouvelles ? La monarchie est piétinée, la religion est attaquée. Pour se réconforter, le roi se goinfre comme jamais. Il ingère des quantités astronomiques de nourriture. Il mâche, remâche son amertume et sa silhouette, déjà épaisse, s'épaissit encore. Le roi se réfugie dans la prière. Ses devoirs religieux sont pour lui le repère essentiel. Entendre la messe, communier chaque jour, voilà le seul réconfort. Sans arrêt,
La reine remet le même sujet sur le tapis, fuir cet enfer, et elle est secondée par Fersen, son ami tellement fidèle. Lui aussi insiste lourdement auprès du souverain, « Partez, sire, je suis prêt à tout organiser !» Louis s'agace. Non seulement il ne pense pas qu'il faille partir, abandonner ses sujets, déserter le trône, mais elle a de plus en plus de mal à supporter ce Fersen, si proche de sa femme. Louis sait bien que Marie-Antoinette l'aime depuis des années, l'aime d'amour. Elle n'a Dieu que pour lui. Elle n'écoute que ses conseils à lui. La reine et son conseiller reviennent constamment devant le roi avec de nouveaux plans d'évasion. On pourrait rejoindre un port normand, on pourrait partir en Angleterre, ou alors au contraire, fuir totalement vers l'Est, vers les terres d'Empire. Peu à peu, ils peaufinent leur scénario, partir vers Montmédy, une forteresse fidèle au roi, à 2 pas de la frontière. Le beau Suédois a pensé à tous les détails. Et plus il songe, et plus le roi, lui, se ferme. Tuileries, printemps 1791. L'atmosphère est devenue irrespirable pour Louis XVI. Sa seule perspective réjouissante, la grande fête de Pâques qui approche. Comme chaque année, il entend se rendre à Saint-Cloud, chez lui, pour cette occasion. Le jour venu, accompagné de sa famille, le roi sort des Tuileries en voiture. Seulement sur la place du Carrousel, des manifestants sont là qui se jettent sur le carrosse pour empêcher le roi de passer. Louis est furieux. Il passe la tête par la portière et tente tant bien que mal de garder son calme. La rage l'a gagné. Pendant 1 heure, Louis XVI tente de forcer le passage. Il n'en démord pas, mais il n'y a rien à faire. L'attroupement est là, trop important. Le roi doit se résoudre à faire demi-tour. Louis XVI, une fois de plus, a reculé. Pourtant, cette fois, dans son esprit, c'est différent. Intérieurement, il est à bout. C'en est assez. Tout cela devient inadmissible. Non, il ne supportera plus cette situation. Il ne la supportera pas une seconde de plus. Cette fois, Louis XVI a compris. Les Parisiens ne se calmeront pas, alors il va falloir agir. Ça y est, c'est décidé. Il va fuir. Dans cette fuite, la gouvernante jouera un rôle essentiel. Vous la vivrez de son point de vue au prochain épisode. Varennes est une série originale Europe 1 racontée par Franck Ferrand. Elle a été imaginée et écrite par Mathilde Hirsch et Pierre-Louis Lancel, réalisée par Julien Tarot. La musique du générique est de Camille Elbacha. Vous pouvez retrouver la série sur europe1.fr, Apple Podcast ou votre application habituelle de réécoute. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas, abonnez-vous. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette série originale. Nous espérons qu'elle vous a permis de comprendre les coulisses de cet épisode historique incroyable. Academia a tenu à partager cette envie d'explorer l'histoire autrement.